C'est un grand plaisir de prendre la parole en cet instant et sous la modération de mon aîné, le professeur Mabou Lumba, mais également de ses collègues qui vont modérer cette séance. Il m'a été demandé, dans le cadre de ces états généraux du portefeuille de l'État, de parler de l'État puissance publique et État actionnaire, nécessité d'une complémentarité véritable pour la relance des entreprises publiques. Le sujet paraît peu compréhensible, mais tout de suite, lorsque je vais faire mon exposé, vous comprendrez pourquoi le ministre du portefeuille a tenu à ce qu'il y ait un thème de ce genre à l'occasion de ces états généraux. C'est vrai que le temps nous est imparti ne nous permet pas d'entrer dans beaucoup de détails. Je ne reviendrai pas sur l'état des lieux, ça a été déjà fait d'abord par le ministre du portefeuille lui-même, mais également par des brillants orateurs qui sont passés, et même par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de l'ouverture de ces assises. Voilà. On me signale que je n'aurai droit qu'à 15 minutes. Je vais essayer de les gérer en toute responsabilité. C'est pourquoi je disais que je ne reviens pas sur l'état des lieux, mais je voudrais juste insister sur certains points. Donc, je ferai un état des lieux des entreprises juste en prenant quelques points saillants. Je vais parler des relations entre l'État et les entreprises publiques. Je parlerai également de la relance des entreprises du portefeuille en formulant quelques recommandations. Et c'est par là que donc je vais terminer mon exposé. S'agissant de la situation actuelle, j'ai voulu insister sur la précipitation qui nous caractérise chaque fois que nous voulons prendre des décisions. Vous avez vécu l'expérience du découpage de nos provinces sans avoir préparé les nouvelles provinces directement. On a tout mis en route, on a désigné des responsables et aujourd'hui on se trouve devant des difficultés. Ça a été pareil pour les entreprises publiques lors des réformes de 2008. Il fallait préparer, il fallait une période préparatoire en tenant compte justement des réalités et essayer de faire une évaluation de ces entreprises. Et donc, la non-réalisation des plans crédibles de redressement et de financement de ces entreprises fait qu'on y est allé par tâtonnement. On ne peut même pas rappeler l'état dans lequel se trouvait déjà en ce moment-là et qui s'est aggravé jusqu'à ce jour. Ça a été dit que la plupart des entreprises de l'État aujourd'hui sont déficitaires, c'est pas toutes. En tout cas, je n'en connais pas une qui soit rentable sur le plan économique et sur le plan financier et social. Elles sont toutes en difficulté. On a épinglé la présence souvent excessive de l'État dans la gestion quotidienne de l'entreprise publique. Et le mauvais fonctionnement des conseils d'administration, le choix
des dirigeants qui ne tiennent pas compte nécessairement des critères de compétence, de probité et de sens de responsabilité, ainsi que d'expérience en matière de gestion, et des pratiques managériales non orientées vers des résultats mesurables. Je voudrais surtout insister sur la prépondérance et l'activisme syndical excessif. C'est vrai que j'ai beaucoup longtemps milité dans la société civile, mais pour l'intérêt général, je pense qu'on en fait un peu trop avec le syndicalisme. Prenez l'exemple des États-Unis d'Amérique. Combien de syndicats connaissez-vous qui sont si actifs là-bas? Est-ce que cela empêche que l'économie se porte bien, que les entreprises se portent bien? Ce que nous demandons, c'est la bonne rémunération de tous les facteurs de production. C'est-à-dire, quand nous prenons l'emploi ici comme un des facteurs de production, il faut le rémunérer correctement. Et quand on rémunère le travail qui est fourni. Parce que très souvent, chez nous, on croit qu'on doit payer à quelqu'un un salaire parce qu'il a un diplôme, il a un doctorat, il a une licence, un graduat. Dans l'esprit entrepreneurial des Américains et autres, on rémunère plutôt le travail. C'est-à-dire, moi, si je suis en train de faire construire une maison, j'ai besoin d'un bon carreleur. Pour moi, il est plus utile qu'un docteur en économie, un docteur en philosophie ou en droit. Pour moi, lorsque je fais construire ma maison, j'ai besoin de ce bon carreleur. Et donc, on rémunère le travail du carreleur. Ce n'est pas parce qu'il est porteur d'un diplôme, ça m'importe peu, j'ai besoin de son travail. Et là, il faudrait qu'on puisse en parler parce que très souvent, nous, les acteurs politiques, on a peur d'aborder des sujets comme celui du syndicalisme, comme celui de la prolifération des religions, parce qu'on a besoin de la base, comme on l'appelle ainsi. Mais si on ne prend pas ce courage-là, eh bien, nous pourrions tourner en rond. Je voudrais ici dire que pour ce qui est des relations entre l'État et les entreprises publiques, selon les dispositions de la loi 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille, à son article 2, l'État, puissance publique, est défini comme autorité investie du pouvoir de régulation, que ce soit à l'échelon central, provincial ou décentralisé, tandis que l'État actionnaire est considéré comme agent économique intervenant sur le marché par la prise de participation dans les entreprises publiques directement ou indirectement. Et donc, l'État, puissance publique, devra être à la fois régulateur et incitateur de l'économie, inspirateur et accompagnateur, promoteur du développement durable, et l'État, en tant qu'actionnaire, doit remplir sa fonction, qui ne se limite pas seulement à sa participation au conseil d'administration, mais il revient aussi d'organiser le dialogue stratégique avec l'entreprise, de contrôler la mise en œuvre de la stratégie décidée et de suivre la performance dans la gestion en veillant à ce que les organes sociaux de l'entreprise remplissent leur rôle. Ainsi, on peut s'appuyer sur quelques principes. Le principe, par exemple, de distinguer clairement le rôle de l'État actionnaire des autres fonctions qu'il remplit à l'égard des entreprises dont il détient une part de capital. Le deuxième principe, les modalités d'exercice par l'État de ces autres fonctions n'ont pas de raison d'être aujourd'hui substantiellement différentes selon qu'il est ou non présent dans le capital de l'entreprise.
Ces fonctions s'expriment soit par le canal des lois et règlements de portée générale, soit par voie contractuelle. Le troisième principe, confier à une entité exclusivement dédiée à cette mission la responsabilité d'actionnaire pour le compte de l'État. Le quatrième principe, rendre compte de manière transparente de l'action de l'État actionnaire, établir et auditer les comptes des entreprises selon les règles de droit commun. Le cinquième principe, l'État ne doit pas abuser de sa position pour imposer sans compensation adéquate des orientations stratégiques ou des conditions de concession incompatibles avec l'intérêt à long terme de l'entreprise. Le sixième principe, l'État doit exercer sa fonction d'actionnaire avec le souci du long terme et du court terme. Pour la relance des entreprises du portefeuille, nous allons formuler quelques propositions. Il faut revoir le cadre légal et réglementaire actuel des entreprises du portefeuille par la création d'une agence de participation de l'État sous l'autorité directe du ministre du portefeuille en remplacement de l'actuel Conseil supérieur du portefeuille et le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille, même si c'est dirigé par des amis comme Alex, mais je préfère quand même le dire. En fait, l'enjeu, c'est lequel? C'est que vous avez suivi le ministre du portefeuille avec de très bonnes idées. Mais il peut arriver que d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, il ne soit plus ministre du portefeuille. C'est lui qui arrive, il met tout ça de côté, il met dans le tiroir et il n'y a pas de continuité. Et malheureusement, c'est une maladie dont souffre notre pays. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons qu'il y ait une agence qui est pérenne, c'est-à-dire, elle, lorsque elle reçoit des réformes comme celles qui ont été préconisées par le ministre Jean-Lucien Boussa, eh bien, on les met en œuvre et elles sont appliquées de manière continue, quel que soit le ministre qui assumera la tutelle du portefeuille. Et donc, de cette manière-là, cette agence fonctionnera comme une sorte de secrétariat général, parce que les ministres, ils passent, mais les administrations demeurent. La deuxième proposition, c'est celle d'unifier le statut des administrateurs. Il faut affirmer le caractère collégial des décisions prises et de la responsabilité qui s'y attache. Nous avons vécu, peut-être moi mon péché c'est de dire toujours la vérité, nous avons vécu dans ce pays des PCA qui étaient tellement omnipotents qu'ils absorbaient toutes les fonctions de l'entreprise. Alors que c'est le directeur général qui gère l'entreprise au quotidien. Et ça aussi, ça va être dépensé. Il peut prendre des décisions, PCA qu'il est, il n'associe pas les autres administrateurs, il va traiter des dossiers importants, il va négocier et il amène juste les documents pour faire signer le procès verbal aux autres administrateurs. Je sais qu'il me reste 4 minutes. Voilà. L'autre proposition, c'est de doter le Conseil d'un règlement intérieur, promouvoir la constitution des entreprises publiques à économie mixte. C'est très important. Il faut qu'il y ait, c'est vrai que l'État peut être majoritaire dans une entreprise, mais il faut toujours une dose du privé pour améliorer la gestion. Comme c'est fait à l'époque de l'AMIBA. Améliorer et renforcer la gouvernance et le management
des entreprises du portefeuille. Mais je voudrais plus m'appesantir sur la proposition numéro 6, celle d'amener l'État actionnaire à recapitaliser les entreprises qui sont porteuses d'un business plan dont le retour sur investissement ne dépasse pas les 10 ans. C'est-à-dire que ici, l'idée c'est laquelle? C'est qu'il faut penser à regrouper ou à collecter tous les fonds spéciaux. Et quand vous lisez notre budget, vous verrez qu'il y a beaucoup de fonds spéciaux dedans, des surplus, du fonds de promotion de l'industrie, FPI, de la Caisse nationale de sécurité, de la CENSAC, du FOMID, du FIPE, du CSC, ainsi de suite, et en constituer une banque et une société d'assurance. Et cette banque-là pourra octroyer à des entreprises de l'État des crédits à des taux d'intérêt qui ne soient pas très excessifs, aux alentours de 5%. Et ceci aurait un triple avantage, c'est que les fonds spéciaux, au lieu de dormir dans les banques privées comme c'est le cas actuel, et qui font les bons jours de ces banques, ces fonds spéciaux seront rémunérés par les dividendes de l'activité bancaire et d'assurance en faveur des établissements concernés. Les entreprises publiques porteuses de projets rentables auront un accès facile au crédit à un taux ne dépassant pas les 5% là. La contribution effective des sociétés d'État à la production des biens et des services, mais aussi la réduction du chômage par l'accroissement des emplois inhérents à la reprise des activités financées par ce nouveau guichet bancaire. Enfin, il faut réformer la situation des entreprises commerciales qui perçoivent des taxes et redevances souvent sans aucune contrepartie de services rendus. En effet, différentes taxes à ce jour sont affectées à des entreprises publiques, notamment les droits de trafic au profit des lignes maritimes congolaises, la redevance logistique terrestre pour le compte de l'ONATRA et de la SNCC, la redevance IDEF-RVA, sans qu'on sache exactement à quoi ça sert. Et donc, il faudrait que, si réellement il y a de telles taxes, que s'en suive également une contrepartie. Voilà pourquoi je voulais donc terminer en disant que l'innovation, c'est qu'il faudrait créer cette agence qui va assurer la pérennité des réformes, mais également faire de sorte que les fonds, qui sont des fonds publics, ne puissent pas aller faire le bonheur des banques privées, qu'on puisse affecter ces fonds-là à une banque nationale, à une banque congolaise qui pourra financer les entreprises.